Le service d'information du gouvernement par ma voix vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Nous voudrions d'entrée remercier le ministère des Affaires étrangères qui nous a fait l'amitié de mettre à notre disposition sa salle de conférence pour la tenue de ce point de presse. Nous disons également merci à la RTB et aux journalistes pour leur accompagnement constant. Aujourd'hui, 26 mai 2016, se tient le 4e point de presse du gouvernement et nous recevons pour la circonstance M. Rémy Fulgence Danginu, ministre porte-parole du gouvernement, qui s'exprimera sur l'actualité nationale. À sa suite, Madame la ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, Madame Hadiza Tourosine Koulibaly-Sori, s'exprimera sur la modernisation des régies, la pénurie des timbres fiscaux, la mobilisation des recettes et les mouvements des syndicats affiliés à son ministère. Monsieur le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Monsieur Souleymane, s'exprimera ensuite sur la sécurité routière, les mesures de prévention telles le plombage des véhicules, le respect des signalisations, etc., et aussi l'encombrement des rues et des villes. Il s'ensuivra un moment d'échange avec les journalistes et Monsieur le ministre porte-parole prendra la parole pour le mot de clôture de ce point de presse. Mais avant, il sied que Monsieur le ministre des Transports prenne la parole par rapport au drame que nous avons vécu dans ce pays il y a juste quelque temps. La mémoire de nos chers disparus du 19 mai 2016 et de tous ceux qui, ici et là, ont été brutalement et violemment arrachés à l'affection de leur et de la patrie, je vous invite à observer une minute de silence. Merci. L'actualité, c'est certainement la tenue des élections municipales qui, malgré quelques petits points d'insuffisance, nous honore certainement. Monsieur le ministre, à vous la parole. Je voudrais donc faire noter que ce succès est un succès à l'actif de tous les acteurs, de la CENI, des partis politiques et formations politiques, des regroupements indépendants, des candidats, des militants des partis, des autorités morales, des forces de défense et de sécurité, des observateurs, de l'ensemble des médias, comme je disais, de tous nos partenaires techniques et financiers qui ont rendu possible ces élections-là et qui ont fait véritablement, au final, un succès. En attendant donc la proclamation définitive des résultats par les instances qui ont capacité à le faire, le gouvernement donc voudrait féliciter tous les acteurs que vous êtes à avoir permis ces élections-là et les exhorter à respecter le verdict des urnes. C'est le second enjeu véritablement de l'après-élection, c'est que nous acceptions, comme nous le défendions depuis longtemps, que notre État se construit sur le principe d'un État de droit et que c'est la valeur légale, celle de la justice, celle de l'arbitrage du droit qui doit régir nos rapports. Donc je voudrais que la presse ici en soit le relais à travers donc les différents organes que vous avez pour que l'appel au calme, l'appel à l'acceptation des résultats ou l'appel au recours de la justice pour contester les résultats soient les seuls éléments qui soient mis en œuvre par nos populations et par nos partis et formations politiques. Au niveau de mon ministère, nous traversons une situation assez délicate, mais c'est une situation délicate qui montre qu'à l'intérieur effectivement du ministère, que les représentants des syndicats ont leur voix et cela devrait effectivement être ainsi pour nous faire avancer. Je voudrais ici peut-être rappeler très sincèrement que je suis ouverte à la participation des syndicats et du personnel en général à la bonne marche du ministère dont j'ai la responsabilité et que d'ailleurs j'ai rencontré, comme vous savez, nous avons un certain nombre de centrales syndicales qui sont représentées chez nous. J'en ai rencontré certains. J'ai un projet de rencontrer d'autres. Sinon, dans tous les cas, les responsables de mon ministère avaient été délégués à l'époque pour discuter avec certains d'entre eux lorsque moi-même j'étais absente du territoire national. J'ai pu aussi, et ça c'est très important aussi de le dire, avoir des rencontres directes avec le personnel, que ce soit au niveau central. J'ai eu certaines directions générales que j'ai pu rencontrer. La semaine passée, par exemple, j'étais avec le personnel du Trésor. J'ai réalisé
une visite de terrain. En fait, j'en ai réalisé 2, mais c'est une qui a été portée à la connaissance de l'opinion publique au niveau du Centre Est pour rencontrer effectivement le personnel qui travaille en région. Et le personnel, c'est très important parce que pour atteindre les résultats qui sont attendus de nous, il faut une implication du personnel. Et d'ailleurs, je voudrais dire ici que si je suis partie au Centre Est, j'ai commencé par le Centre Est parce que c'était d'ailleurs au lendemain de la saisie de trafic en fait, de produits prohibés, d'or, etc. J'avais adressé non seulement une lettre de félicitations aux personnels qui sont en région, mais j'ai tenu aussi à aller de visu sur le terrain, parler avec eux et vivre aussi les difficultés qui sont les leurs. Donc, je veux dire que mon style de management est un style de management participatif et que le ministre n'est pas celui qui décide tout seul, qui s'entoure effectivement de ses collaborateurs et que c'est normal lorsqu'il y a certaines difficultés, qu'on puisse effectivement échanger là-dessus, qu'il est normal aussi, en tant que ministre, que certaines questions qui sont discutées ci et là, qu'on puisse effectivement avoir le courage d'en parler. Bon, vous avez parlé effectivement de la grogne, c'est par rapport au fonds commun, dont la motivation, et nous la comprenons, nous l'avons dit effectivement dans le journal, nous comprenons qu'il faut motiver le personnel qui travaille, et ça c'est très important, surtout que de plus en plus les objectifs qui sont attendus des différentes régies sont des objectifs très élevés parce que nous avons besoin de mobiliser des ressources intérieures. Donc il est important, lorsque on regarde par exemple l'historique de ce fonds commun et les fondements, je me suis juste rendu compte que au début, lorsque le fonds commun était institué, qu'il était abondé par effectivement les ressources issues des recouvrements contentieux. Ça, c'était le début. Exclusivement, je dis bien exclusivement, mais chemin faisant, le niveau de recouvrement contentieux n'était plus très élevé et donc on était obligé de trouver d'autres ressources pour alimenter ce fonds. C'est ça la question. Et donc c'est ça la question de durabilité. Mais en tant que responsable, il est important, et lorsque vous observez une tendance soit à la baisse ou à la hausse de façon exponentielle de certains postes, que vous puissiez effectivement poser la question. Et je crois que c'est un débat que nous allons mener avec les acteurs sociaux pour pouvoir trouver ensemble et en même temps la solution qui permet, bien sûr, d'encourager le personnel, mais qui permet aussi en même temps de nous assurer de la durabilité. Bon, vous avez parlé effectivement d'un certain nombre d'actions au niveau du ministère. Je crois qu'il est important de recadrer pour dire que nous ne sommes pas un ministère de dépenses, nous sommes d'abord un ministère qui traduit les priorités nationales dans un cadre de référence. Et que le budget n'est pas juste un élément pour dire « nous avons tel besoin, on le dépense ». Non, c'est un budget qui doit dire « nous avons ces priorités-là ». Quelle est la meilleure manière possible de pouvoir traduire ces priorités en réalité? Donc, c'est un budget d'objectifs, un budget qui veut atteindre des résultats. Je crois que ça, c'est un élément très important. Et donc, comme vous savez, le ministère est en train d'élaborer, pas seulement le ministère, nous sommes bien sûr la cheville ouvrière, mais nous travaillons avec tous les acteurs pour traduire les priorités du programme présidentiel dans un cadre référentiel qui sera le plan national de développement économique et social, qui va couvrir la période 2016-2020. Les réflexions sont déjà avancées et nous aurons l'occasion naturellement de communiquer avec la presse, mais c'est un processus qui se veut inclusif et qui va donc impliquer les différentes structures, les démembrements de l'État, les ministères sectoriels et leurs priorités, mais aussi qui vont inclure les personnes ressources et les personnes au niveau déconcentré. Parce que les priorités au niveau du PNDS, c'est de dire que nous voulons que ce soit un programme de croissance accélérée, de croissance forte, mais de croissance inclusive. L'histoire a montré malheureusement, y compris dans notre pays, qu'il y a des pays qui enregistrent de forts taux de croissance, mais ces forts taux de croissance s'accompagnent de sous-emploi de la jeunesse, ça s'accompagne de destruction de l'environnement, les questions climatiques. Donc tous ces éléments font que nous voulons que ce soit une croissance aussi bien partagée, parce qu'il y a des croissances fortes avec des inégalités, malheureusement, qui s'observent par-ci, par-là. Donc, nous pensons que ce sera effectivement une croissance, c'est là l'objectif qu'on vise à travers le PNDS, que ce soit une croissance forte et inclusive. Et cette croissance forte et inclusive va aussi donc se baser sur les secteurs porteurs de croissance. Vous avez par exemple le secteur agricole, qui non seulement est porteur de croissance, parce que lorsque vous investissez 1 franc CFA
dans le secteur agricole, vous avez un effet multiplicateur au niveau de la croissance. Donc, c'est important que nous tenions compte de ces secteurs-là. Que nous puissions aussi tenir compte des facteurs bloquants. L'énergie. Lorsque vous n'avez pas d'énergie et d'infrastructure dans un pays, vous n'allez pas pouvoir avancer. Les secteurs porteurs de croissance aussi, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce qu'on observe dans différents pays, lorsque vous investissez effectivement dans ce type de secteur, la croissance s'accélère. Donc, dans les priorités, effectivement, nous avons identifié ces différents secteurs. Mais nous avons voulu aussi, vous avez vu que récemment, notre pays a vécu en réalité 3 grands chocs. Les chocs climatiques. Lorsqu'il pleut, c'est bon. Et lorsqu'il pleut, vous avez même l'inondation. Le deuxième choc, et cela aussi est très important, c'est le cours des matières premières. Nous exportons de l'or, nous exportons le coton, mais le prix est fixé à l'international. Donc, si nous n'arrivons pas à créer des chaînes de valeur, c'est-à-dire transformer ces matières premières, si on produit 700 000 tonnes de coton et qu'on en transforme à l'intérieur 5 000 maximum, il y a un problème. Donc, la diversification de notre économie et la transformation des produits primaires, ça, c'est un élément important. Et le troisième choc que nous avons vécu, sur lequel, effectivement, nous travaillons, c'est la question de choc politique et sécuritaire. Il faudrait aussi, effectivement, que, dans la perspective de développement de notre pays, que nous nous assurions que nous mettons les fondements qu'il faut pour que le pays se stabilise durablement et pour que, justement, les objectifs de croissance puissent se réaliser. Donc, c'est un programme donc, ambitieux, revenant au PNDS, qui va permettre au gouvernement de tracer ses priorités de développement, comme je vous l'ai dit, à l'horizon 2020, mais qui va permettre aussi au gouvernement de dialoguer à l'interne d'abord. Il y aura le dialogue avec l'Assemblée nationale, ce qui est quelque chose de nouveau. Nous allons aborder l'Assemblée nationale pour dire, vous êtes les représentants du peuple. Est-ce que vous pensez que ce que nous sommes en train de nous donner comme priorité sont les bonnes options? Mais nous allons aussi, après, dialoguer avec nos partenaires techniques et financiers. À partir d'une conférence que nous comptons organiser, nous allons partager nos priorités de développement avec la communauté internationale et aussi avoir leur accompagnement. Donc, je crois que ça, c'est un élément important. Et c'est pour cela que le budget, déjà en 2016, que nous avons élaboré, a été un budget que nous avons dû revoir dans la loi de finances rectificative pour nous assurer qu'il traduit les priorités qui sont celles du gouvernement et que certaines actions prioritaires qui auraient dû figurer dans le budget initial, mais qui n'ont pas été prises en compte, que nous arrivons effectivement à les prendre en compte. Lorsqu'il y aura bien sûr les questions, nous allons revenir là-dessus. Et il est important à ce niveau de dire que tout cela ne peut pas se faire sans qu'il y ait des réformes courageuses qui soient prises. Nous avons un certain nombre de réformes fortes que nous avons engagées à plusieurs niveaux. Au niveau des douanes, nous allons pouvoir revenir là-dessus. Vous allez voir tout ce qu'on est en train de faire pour rendre transparent les questions de dédouanement et éviter la fraude. Vous allez voir au niveau des impôts qu'il y a un certain nombre d'initiatives que nous sommes en train de prendre aussi. On reviendra là-dessus puisque c'est une introduction que je suis en train de faire. Vous allez voir même au niveau du Trésor, au niveau des services, c'est-à-dire que ce que nous pouvons récupérer effectivement ce qui est en train de se faire. Donc, il y a un certain nombre de réformes qui sont en train de se faire au niveau des régies de recettes. Mais on doit marcher sur 2 pieds. Si nous essayons de travailler pour accroître nos recettes, il est aussi bon d'avoir une bonne rationalisation des dépenses publiques. Ça, c'est très important. Quelle est la qualité de la dépense? Et c'est pour cela que le gouvernement a pris des décisions courageuses de réduction des coûts de fonctionnement de l'administration. Et les efforts sont demandés à tout le monde, depuis le ministre jusqu'au simple agent, j'allais dire d'exécution. Nous sommes amenés à prendre un certain nombre de mesures pour éviter le gaspillage, tout en nous assurant que l'administration fonctionne bien. Ça, c'est ce que j'ai dit. Donc, le budget, bien sûr, c'est dépenses et recettes, donc travailler sur les 2 pieds. En plus de ces réformes au niveau directement des questions de revenus et de dépenses, nous sommes en train aussi de revoir toute la chaîne des marchés publics. Les marchés publics posent un problème important. Le problème, c'est quoi? C'est le processus qui est long et inefficace. Et bien sûr, à la fin de la journée, il faut s'assurer que tout ce que nous engageons comme action, que cela a un sens, puisque ça s'adresse aux populations.
Lorsque le processus est long, qu'il prend 3, 4, 5 mois, cela veut dire que de la même manière, les infrastructures scolaires, les hôpitaux, l'approvisionnement en eau potable, mais ce qui touche directement les populations, il y aura un impact là-dessus. Donc nous sommes en train de rationaliser pour réduire les délais inutiles. Nous sommes en train de travailler aussi pour introduire des éléments de transparence et d'équité, pour que quelqu'un ne se plaigne pas parce qu'il a été spolié, parce qu'il estime que le processus n'a pas été fait de façon transparente. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de travailler pour investir sur les ressources humaines. Sur les ressources humaines parce que nous estimons qu'il faut professionnaliser la chaîne de passation de marchés publics. Mais mieux, nous sommes en train de travailler sur l'éthique. L'éthique, à telle enseigne que non seulement il y aura une déclaration de biens qui va se faire par les personnes impliquées dans la chaîne de passation des marchés, mais en matière d'éthique aussi, il y aura des déclarations d'impartialité. En ce sens que lorsque moi je connais un fournisseur et un prestataire, je dois signer pour dire je connais cette personne dont je ne peux pas participer au processus. Mais donc en participant, je signe que je confirme que je peux participer à ce processus. Donc je pense que ça c'est un certain nombre de réformes. Et hier, en Conseil des ministres, c'est plus d'une vingtaine de mesures que le gouvernement est en train de prendre pour que nous puissions vraiment améliorer la question et des acquisitions. Bon, bien sûr, il y a malheureusement la rupture, ça va avec les acquisitions de stocks de timbres fiscaux. Mais ça, c'est justement ces problèmes de passation des marchés. C'est le manque d'anticipation, malheureusement, qui nous amène à ça. Et nous espérons que ce que nous avons apporté comme réponse n'est qu'une réponse ponctuelle, c'est-à-dire permettre aux enfants qui doivent passer les examens de pouvoir le faire. Donc le gouvernement a pris la décision de dire on aura un manque à gagner par rapport à cela. Je crois qu'on a évalué peu ou prou autour de 79 millions que le gouvernement va perdre, puisque la décision va aller jusqu'au 15 juin. C'est l'estimation qu'on a faite. On va voir chemin faisant ce que ça fait. Donc nous avons permis effectivement à ceux-là qui doivent légaliser des documents de le faire. Mais la question de fond, c'est toujours la question d'anticipation. Est-ce que nous avons un processus qui est bon, qui est rapide? Et nous anticipons que nous allons maintenant avoir des contrats pour un certain nombre d'années. Nous allons peut-être signer avec, par exemple, le fournisseur pour 2 ans, par exemple, le temps de relancer le processus pour éviter effectivement des paracoups qui, malheureusement, créent des manques à gagner pour l'État, parce que moi, je suis intéressée par les ressources que je peux avoir, mais qui créent aussi, malheureusement, des désagréments. Et je voudrais vraiment m'excuser en direction des populations, et parce qu'il y a eu un peu de confusion, on le fait, on paye, on ne paye pas. Vraiment, je voudrais présenter mes excuses, mais les dispositions sont prises pour que nous évitions effectivement ce type de désagrément. Pour un pays comme le Burkina Faso, le secteur des transports revêt un caractère éminemment stratégique, en raison de l'effet conjugué de la situation d'enclavement tant interne qu'externe du pays, de l'importance de son commerce extérieur, de la croissance rapide des centres urbains, notamment Ouagadougou, Bobo et des autres chefs-lieux de région. Le sous-secteur de transport routier, en particulier, est marqué par un certain nombre de dysfonctionnements qu'il faut corriger. Donc, ce sont les faibles degrés de professionnalisation des opérateurs qui se traduit par une forte atomicité de la profession, le faible degré de qualification professionnelle, la vétusté du parc roulant et l'inadaptation du parc de véhicules de poids lourds et de véhicules de transport public. Et je voudrais ici évoquer avec vous, au-delà des principaux défis, quelques chantiers engagés par le gouvernement dans le sens de répondre aux attentes de nos citoyens, que sont la réduction significative du nombre de gravité des accidents de circulation routière, la professionnalisation, la modernisation du secteur des transports et l'amélioration de la mobilité urbaine. Est-il besoin encore de poser un diagnostic de l'état de la sécurité routière et des conditions de déplacement dans les grandes villes? La dénomination du ministère en charge de ces questions constitue un programme. Le plan d'action prioritaire 2016, qui découle de la déclaration de politique générale de son Excellence Monsieur le Premier ministre, nous impose un certain nombre de résultats dont certains sont déjà concrétisés.
J'en veux pour preuve la signature le 24 mai de l'arrêté portant obligation d'installation des dispositifs de limitation de vitesse, de contrôle des temps de conduite et de repos des chauffeurs dans les véhicules de transport, ainsi que l'interdiction de transport mixte. Ces textes dont l'objectif principal est la réduction du nombre de gravité des accidents de circulation routière, impose l'installation des dispositifs de limitation de vitesse pour assurer le respect des prescriptions administratives limitant la vitesse en agglomération et en hors agglomération. L'installation de dispositifs permettant de déterminer le temps de conduite et de repos des chauffeurs afin de lutter contre la fatigue au volant. La prescription d'un ensemble d'obligations, donc les pneus lisses, les triangles au sol qui sont obligatoires et les feuilles de route. Donc, conscient du fait qu'il faut instaurer l'enseignement du code de la route et des règles de circulation dans les établissements habilités, le gouvernement a relu les conditions d'ouverture et d'exploitation des 10 établissements, dont les auto-écoles. À cet effet, un programme d'enseignement de la conduite automobile a été élaboré. La question de la qualification professionnelle des gestionnaires de transport et de conducteurs, qui est mise en relief également dans les accidents récurrents sur nos routes, a conduit mon département, avec le soutien justement des partenaires techniques et financiers, à élaborer un curricula de formation en plus des critères et des mécanismes de certification avec les départements compétents. Ces actions engagées, pour qu'elles soient efficientes, nécessitent parallèlement la résolution de l'épineuse question du renouvellement du parc de véhicules de transport routier et des véhicules écoles. C'est pourquoi, en attendant la mise en place d'un mécanisme pérenne, le gouvernement a obtenu de la représentation nationale, dans le cadre de la loi de finances rectificative 19 avril 2016, l'autorisation d'importation en exonération des droits de douane et de TVA de 900 véhicules de transport routier, de marchandises et d'hydrocarbures. Toutes ces actions sont engagées en concertation avec les principaux acteurs concernés, notamment les transporteurs, dont je voudrais saluer la décision, suite aux négociations engagées à l'initiative du gouvernement, de réduire le prix des tickets de transport de 250 pour les trajets inférieurs à 120 km et de 500 francs pour les trajets au-delà de 120 km sur toute l'étendue du territoire. Il n'est un secret pour personne que la falsification des documents administratifs a pris une telle ampleur qu'il faut appliquer des mesures efficaces de sécurisation et d'authentification des titres. Au regard des conséquences néfastes sur bien du plan, le département des transports conduit un projet de modernisation et de sécurisation des différents titres de transport qui comporte en aval la mise en œuvre des moyens modernes d'authentification des titres, tout en continuant les actions classiques dont l'efficacité repose sur le renforcement des capacités des forces de contrôle, sur la détection des fausses cartes grises, des faux permis de conduire et des fausses cartes de transport. En témoigne la tenue de formation des agents de la police actuellement en cours à la Direction générale de la police nationale, donc 3e du genre, il y a eu 2 autres avant, après celles qui ont concerné la gendarmerie nationale et la police municipale. Toutes ces actions porteront davantage de fruits si les services publics bénéficient davantage de collaboration et de soutien de la population. En ce qui concerne particulièrement la sécurité routière, j'en appelle à la conscience et à la responsabilité de chacun de nous de poser des actes citoyens dans le sens du respect de la vie des autres et de la préservation des biens privés et collectifs. Nous allons à présent aborder la phase des échanges avec les journalistes. La première série de questions est adressée uniquement à Monsieur le ministre des Transports. Vous déclinez votre nom, l'organe et vous posez votre question à Monsieur le ministre des Transports. Je vous remercie. Moi, c'est Saourgo Jérémy, Impact TV. J'aimerais savoir quand est-ce que la réduction, bien sûr, des tickets, le prix des tickets sera effectif. Quand est-ce qu'on va sentir cela au niveau des sociétés de transport? Mais aussi, vous avez annoncé un certain nombre de mesures, certainement pour la sécurité routière.
Dites-nous, est-ce que des mesures aussi sont prises? Parce qu'il y a des mesures qui existaient déjà, mais ces mesures ne sont pas respectées. C'est pour cela, tout dernièrement, 24 personnes sont mortes. Alors, concernant les tickets, il faut dire que le communiqué devrait être co-signé. Moi, j'ai signé, j'ai envoyé au niveau de mon collègue du commerce pour qu'il passe le communiqué. Normalement, en fin de semaine, ça sera effectif, la baisse des prix. Parce que c'est juste une question de coordination. C'est vrai que le prix du carburant a baissé il y a environ 2 semaines et il fallait négocier avec les transporteurs pour avoir un mauvais vivendi. On ne pouvait pas imposer. Et si vous avez remarqué, ça fait la 3e fois qu'il y a une baisse du prix du carburant et les transporteurs n'ont jamais voulu baisser les prix. Alors, donc cette fois-ci, il a dû négocier dur pour qu'ils puissent accepter parce qu'ils évoquaient d'autres prétextes pour ne pas diminuer les prix des tickets. Nous avons échangé et nous avons pu nous entendre. Ils ont accepté et baisser les prix. Donc 250 sur tous les trajets inférieurs à 120 km. Vous allez à Waiguya, vous allez à Koudougou, payer le prix actuel, moins de 250 francs. À Bobo, par exemple, au-delà de 120 km, vous avez moins de 500 francs sur le prix actuellement pratiqué. Les mesures existaient effectivement, oui, c'est vrai, mais au niveau, par exemple, du CCVA, le système de contrôle de limitation de vitesse n'était pas une condition pour obtenir la visite technique. Donc, dans ces nouvelles mesures, nous avons institué et nous avons donné 6 mois et aux transporteurs et au CCVA pour s'équiper. Et dans 6 mois, on vous donne rendez-vous. Je voudrais rebondir sur la dernière question du confrère d'abord, à savoir donc l'application des mesures qui ont été prises. C'est vrai que le ministre a évoqué un certain nombre de nouvelles mesures, mais il y a le fait qu'il avait été question de l'interdiction du transport mixte. À peine la mesure avait été prise qu'elle est restée lettre morte. Cette fois-ci, on voit également que c'est une mesure qui figure et dans le lot de mesures qui ont été prises. Qu'est-ce que l'État peut nous dire aujourd'hui pour rassurer qu'effectivement il aura une application de ces mesures-là pour limiter ces cas d'accident? Et un autre aspect parallèle à cette question, c'est les acteurs qui ont été pris à témoin ou du moins qui ont été impliqués dans cette lutte-là. On constate que la Fédération des transporteurs a été quasiment oubliée. Il y a également les populations, les passagers. Et quand on prend le cas la société qui a été mise en cause, il y a eu, suite à un accident, une rencontre de la hiérarchie qui avait porté l'information aux populations et avec même des notes à l'intérieur des cas, comme quoi s'il y a des excès de vitesse, l'usager qui est à l'intérieur du cas pouvait faire appel ou du moins à travers les numéros verts signaler pour que des mesures puissent être prises. Et ensuite, une autre question, puisqu'on parle donc de mobilité urbaine, est-ce que le ministre des Transports peut nous dire aujourd'hui la ville de Ouagadougou compte combien de taxis? Et est-ce qu'il y a un projet de renouvellement du parc à ce niveau? Hier, il a été question d'exonération d'importation d'un certain nombre de véhicules, 100 en ce qui concerne les citernes, 400 plutôt, et 400 également pour le transport marchandises. La mesure prend effet à partir de quand et c'est pour combien de temps? Concernant le transport mixte, il faut dire que c'est un problème assez délicat parce que nous avons des zones au Burkina ici où il n'y a pas autre moyen de transport que ce type de transport. Vous allez à Déou pour venir à Dori, c'est sûr que vous n'allez pas avoir de cars pour vous transporter ou des dinas. Il n'y a que ces camions. Est-ce que si on interdit, on ne va pas aussi bloquer la fluidité, enfin, l'économie dans ces zones? Donc, c'est pour cela, dans l'arrêté que nous venons de prendre, nous avons dit l'interdiction de transport mixte sur tout l'étendue du territoire, excepté certaines zones.
Alors, concernant la fédération, je pense qu'ils étaient bel et bien là. Je ne sais pas qui a dit qu'on a écarté, on a mis de côté la Fédération nationale des transporteurs. M. Kéré, moi, j'ai participé à la réunion, il était là. La deuxième réunion, il n'était pas là, mais avec le représentant de la FENAC. Alors, les taxis. Alors, nous avons environ 6 000 taxis au Burkina. Alors, ensuite, la question suivante, le renouvellement du parc des taxis. En 2012, il y a eu une opération et les taximens n'ont pas pu acheter les taxis, bien que l'occasion leur avait été donnée. Donc, c'est possible qu'en 2017, on puisse introduire pour renouveler le parc des taxis. La dernière question, c'était l'exonération. À quand? Nous avons hier seulement adopté le décret en Conseil des ministres. Je crois que des arrêtés vont suivre. On va prendre des arrêtés pour mettre en place la commission qui va déjà commencer la sélection. On va faire des communiqués pour que les gens viennent souscrire. Donc, ceux qui viendront souscrire, à partir de là, ils ont 24 mois pour acquérir ces 900 véhicules. Yabré Idrissa du quotidien DNF. Je voudrais savoir, la limitation de vitesse, elle concerne quel type de véhicule? Est-ce seulement les cars de transport ou ça concerne aussi les véhicules personnels, dans la mesure où peut-être il y a des passagers de V8 notamment qui atteignent une certaine vitesse de 150 km/h qui n'est pas autorisée? Est-ce que la mesure concerne ces types de véhicules? La limitation de vitesse concerne tout le monde. Quand vous allez à l'auto-école, vous apprenez le code de la route. Quand vous êtes en agglomération, c'est 50 à l'heure pour tout le monde. Hors agglomération, il y a aussi des limites. On va mettre en place, en tout cas, un dispositif pour qu'on puisse sensibiliser, à raisonner ceux qui font l'excès de vitesse. Sinon, les cars, eux, c'est clair. Hors agglomération, c'est 90. Et pour les camions, c'est 80 hors agglomération. Moi, c'est Ouïkoueta de Burkina 24. Je voudrais revenir sur la pénurie des timbres fiscaux auxquels nous faisons face actuellement. Comment ça se fait que nous soyons en manque? Oui, comment ça se fait que nous soyons en manque? Et je sais qu'à chaque fois que nous payons une facture quelque part à l'ONEA ou à la Sonabel, il y a des frais de timbre que nous payons. Et juste faire allusion au fait que l'argent que tout un chacun peut faire entrer en matière de thèmes fiscaux et qui ne rentre pas actuellement, vous ne trouvez pas que la pénurie ne devrait en aucun cas avoir lieu? Imaginons un seul instant si de l'ONEA à la Sonabel et autres, chacun devrait dire, bon, je ne vais pas payer les frais de thème parce qu'il n'y a pas de thème actuellement au Burkina. Oui, merci. Et je crois que c'est ce que j'avais dit. Et je suis encore plus, j'allais dire, concernée que vous de cette rupture de timbres fiscaux qui ne devait pas du tout arriver. Et comme je vous l'ai dit, il y a eu des défaillances à tous les niveaux. Et naturellement, les responsabilités seront situées. Parce que quelque part, c'est l'État qui va payer la facture, en ce sens que le manque à gagner, je veux dire, c'est le contribuable aussi qui va devoir contribuer un peu plus. Donc, je crois que on est totalement en phase. Et bien sûr, le moment venu, nous prendrons les responsabilités, les décisions qu'il faut. Clément Bassolet, zodomail.com. Moi, je voudrais que Madame la ministre revienne sur les mesures de l'OCDE, là, sur les fraudes fiscales, la réduction des fraudes et puis l'amélioration des recettes. Secondo, je veux savoir comment ça se passe avec les syndicats que vous gérez là-bas au niveau pour les fonds communs, parce que ceux du Trésor sont sortis et ils ont tiré à boulet rouge sur vous, franchement. Apparemment, ils ne sont pas contents du tout de ce que vous avez donné comme interview avec un journal de la place et qui semble les léser en fait. Et comment vous comptez résoudre tout cela? Merci. Et la question, effectivement, de l'adhésion au mécanisme là qu'on a adopté hier en Conseil des ministres permet en réalité d'avoir des échanges aussi d'informations avec différents pays. Et dans ce partage d'informations,
cela permet effectivement de traquer les fraudeurs. Et cela contribue en réalité à la décision globale et à l'orientation que le gouvernement lui-même s'est donnée, c'est de dire que nous allons assurer une bonne gouvernance au niveau de la gestion des affaires publiques, mais que nous allons aussi nous assurer que la transparence est totale. Donc je crois qu'en fait, toute initiative qui peut amener notre pays à adhérer aux bonnes valeurs de transparence et de lutte contre la fraude et l'incivisme fiscal, je crois que cela est salutaire. Donc c'est ce que nous avons décidé au niveau du gouvernement et nous allons effectivement adhérer à ce mécanisme-là. S'agissant effectivement de la question des syndicats et du fonds commun, j'espère que vous avez lu le journal. Hein. J'espère que vous avez lu le journal puisque vous êtes de la presse. En tout cas, moi j'ai relu le journal et j'ai vu que l'article a dit que c'était bon. L'article d'ailleurs a reconnu le mérite du personnel du ministère. J'ai dit d'ailleurs que Dieu seul sait que le ministère regorge de compétences et de capacités. Ça a été dit. Ça a été dit que c'est tout à fait normal d'encourager la performance parce que c'est un facteur d'émulation. Ça, c'est tout à fait normal. Mais j'ai aussi dit que de la manière dont le Fonds commun a évolué, que nous nous posons des questions sur sa durabilité. Je pense que ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'on se pose des questions lorsqu'on a des interrogations et lorsqu'on a une responsabilité sur la gestion des ressources financières d'un pays. Mais ceci dit, puisque le ministre n'a pas déclaré que le Fonds commun est suspendu et que d'ailleurs, c'est une décision, si elle devait se prendre, c'est au niveau gouvernemental. Le gouvernement n'a pris aucune décision en ce sens. Donc vraiment, j'étais moi-même, en fait, j'étais d'ailleurs en mission. J'ai trouvé que c'était très important de dialoguer avec les acteurs sociaux. J'ai dû suspendre ma mission pour revenir, pour rencontrer effectivement les acteurs sociaux. Et nous avons un programme de rencontre avec eux parce que c'est très important. Je pense qu'avec les objectifs qui nous sont fixés et avec les attentes que nous avons vis-à-vis du personnel du ministère, il est important que le travail puisse se faire dans un environnement apaisé. Donc je crois que ça c'est très important et je suis prête, disposée, dans de bonnes dispositions d'ailleurs, de discuter effectivement avec les représentants des travailleurs. Yabré Idrissa, encore, le quotidien DNF. Moi, je voudrais savoir, est-ce que ce n'est pas contradictoire la mesure d'importation hors douane, hors taxe, pendant que le gouvernement crie actuellement que les caisses de l'État sont vides? Est-ce que la mesure est opportune en ce moment même où on a besoin de fonds pour résoudre les... Je parle de l'importation des véhicules de marchandises et d'hydrocarbures. Voilà. Au-delà de ça, je reviens sur la question des fonds communs dans votre ministère. C'est une question qui a toujours suscité beaucoup de commentaires dans l'opinion. On ne comprend pas souvent très bien le bien fondé ou comment ce fonds-là fonctionne. Est-ce que le ministre peut expliquer davantage qu'est-ce qu'on partage à ces travailleurs et qu'ils appellent fonds commun? Est-ce différent du salaire? Est-ce une partie du salaire? C'est quoi au juste le fonds commun? Les questions d'importation de véhicules, en réalité, il y a plusieurs aspects qu'il faut considérer dans ça. Et vous savez que notre pays est très enclavé. Nous sommes à environ 1000 km du premier port. Et donc, c'était pour faciliter aussi le transport en fait des marchandises. Vous avez vu qu'on a ciblé effectivement certains secteurs stratégiques pour renouveler effectivement le parc et leur permettre d'accéder rapidement au port. Parce que vous voyez très souvent sur la route des véhicules en panne, etc. C'est un manque à gagner parce que autant il y a un manque à gagner au niveau du dédouanement, mais autant s'ils ne réalisent pas plus d'affaires et qu'ils restent sur la route 3 ou 4 jours, au lieu de rester une seule journée, c'est aussi un autre manque à gagner. Donc, je crois que c'est une analyse comme ça qu'il faut faire. L'opportunité de cette décision permet de leur donner l'accès rapide au port et de revenir rapidement, etc., etc. Donc, ça va fluidifier les choses. Mais aussi toutes ces questions aussi environnementales. Il y a la COP21 qui s'est tenue, toutes les questions de changement climatique et de pollution. Et d'ailleurs, il y a des réflexions aussi en cours sur l'utilisation des véhicules, l'âge des véhicules, la pollution, etc. Je pense qu'il faut encourager toute initiative qui pourrait nous permettre effectivement de sauvegarder la planète, parce que cette planète Terre ne nous appartient pas à nous seuls.
Ça appartient à tout le monde, à nous aujourd'hui, mais aussi aux générations futures. Donc, tout ce qui peut contribuer à cela, nous pensons aussi qu'il faut soutenir ça. Et ça, c'est un investissement qui n'a pas de prix, puis c'est un investissement pour le long terme. Maintenant, la question du fonds commun. Parce qu'il y a des perceptions, il y a aussi des choses qui se disent, qui sont vraies, mais il y a des choses qui relèvent de la rumeur. Donc, je crois que le moment venu, nous allons communiquer là-dessus. Naturellement que j'ai les chiffres. Vous imaginez qu'un ministre des Finances ne peut pas parler d'un dossier aussi important sans avoir toutes les infos. J'ai tous les chiffres. J'ai tous les chiffres d'évolution du fonds commun depuis 2001. J'ai toutes ces données. J'ai tous les chiffres sur l'approvisionnement du fonds commun depuis 2001. Et c'est cela qui m'a interpellée. Moi, c'est Saourgo Jérémy de Impact TV qui revient. Alors, si Madame le ministre pouvait revenir sur les réformes, notamment sur la douane, nous donner un petit peu le fond, mais aussi vous avez identifié le secteur agricole comme un potentiel pour mobiliser des ressources. Comment cela va se faire quand on connaît les forces et les faiblesses de notre agriculture? Effectivement, au niveau de la douane, il y a un certain nombre de réformes. J'ai une liste, je peux peut-être vous les livrer rapidement sans être exhaustive. Il y a la question, par exemple, de la saisie des références Cotecna, ça s'appelle le champ 44, qu'il faudrait activer, parce que vous savez que nous avons un contrat avec une société qui s'appelle Cotecna, qui essaie de faire une évaluation des marchandises qui sont importées. Et cette évaluation nous permet en réalité de connaître la vraie valeur en douane et ça nous permet d'éviter les sous-évaluations. Donc, pour que les gens payent le juste prix, effectivement. Il y a la question aussi du système Sylvie, qui est bien sûr une liaison virtuelle que maintenant de plus en plus, en tout cas je salue les opérateurs économiques qui ont fini par comprendre que cela permet une célérité dans la réalisation effectivement de leurs activités. Au lieu de courir dans plusieurs guichets, en postant l'information à un certain niveau, cela leur permet effectivement d'avancer très vite. Autant ça allie transparence, autant aussi ça allie célérité. Et des opérateurs économiques ont salué cela de plus en plus. Et d'ailleurs, Dieu merci, au niveau de la douane, nous avons vu que les résultats sont bons pour le premier trimestre et que le travail, en tout cas, évolue au niveau des différents opérateurs économiques. Il y a le système de tracking, c'est le suivi satellitaire en fait des marchandises. Parce que certaines fois, certains importateurs arrivent avec des camions qui certaines fois disparaissent dans la nature. Donc, nous avons un suivi satellitaire des véhicules. Je suis allée à Saint-Cancé, j'ai vu comment ça se passe, où on leur met un appareil dans la machine et on suit ça au niveau central. Et bon, s'il devait arriver à Ouagaï, qu'il est parti quelque part, on est capable aussi de le localiser. Donc, je crois que c'est un élément important. Mais un aspect important de l'interconnexion, je ne vais pas peut-être tout donner, il y a la question aussi de l'interconnexion. Ça, c'est très important, la question de l'interconnexion. Et donc, le système national informatique sera lié au système informatique des pays de la sous-région, des différentes entrées. Parce que certaines fois, on sort de la Côte d'Ivoire avec un niveau de marchandises donné, mais brutalement, à l'arrivée, le niveau devient différent. Les marchandises ne sont plus les mêmes, le volume n'est pas le même, la valeur n'est pas la même. Donc, avec l'interconnexion, nous sommes capables effectivement de savoir exactement ce qui a quitté le port de Cotonou, de Lomé et d'Abidjan. Et naturellement, on peut déjà commencer à anticiper le processus de dédouanement et ce qui pourrait aussi faire gagner du temps. Si vous voulez, en fait, ce sera en fait Sylvie au niveau régional. Donc, nous pensons que cela aussi nous permet d'avancer, de gagner en efficacité et de récupérer effectivement ce qui doit revenir à l'État. On revient tous de la journée du paysan et en dehors du fait que c'est important parce que les paysans, quand même, le monde rural, c'est quand même la majeure partie de la population. Lorsqu'on parle effectivement de développement juste, équitable, etc., nous ne pouvons pas tout simplement, nous de l'administration centrale, dire que c'est nous qui comptons et pas les autres. Nous travaillons finalement pour les autres. Parce qu'eux autres, ils restent au soleil. Eux autres, c'est grâce à eux finalement que nous sommes là. Et c'est pour eux que nous travaillons en réalité. Donc, au niveau du monde rural, la question, c'est de sécuriser la production agricole. Mais la sécurisation, comme je vous l'ai dit, il y a des aléas climatiques que subit la production agricole et c'est pour ça que le gouvernement a décidé d'avoir un programme ambitieux d'aménagement hydro-agricole. D'aménagement hydro-agricole, bien sûr, il y a les grands barrages, ça c'est important, mais il y a aussi l'aménagement de bas-fonds qui va se faire. Moi, c'est Wikoeta, Burkina 24, la loi 081
est-ce qu'elle sera appliquée à bonne date? Vous savez que la loi 081, je pense que nous avons suffisamment parlé de cette loi-là. Nous avons fait les efforts de mobilisation nécessaires. Nous avons demandé aux différentes institutions impliquées, notamment en ce qui concerne la mise à niveau des échelons au niveau avant le reversement, de le faire. Donc le gouvernement travaille là-dessus. Dans la loi de finances rectificative, une première somme a été mobilisée. Il y aura certainement en cours d'année une autre loi rectificative pour faire le point et voir dans quelle mesure cela peut être fait. Mais quel qu'il en soit, comme a dit déjà le ministre Clément Sawadogo, à compter du 1er janvier 2016. Donc les différentes corrections se feront. Et je pense que nous devons aussi accepter de rentrer dans ce processus-là. L'État a pris un engagement avec les syndicats et je pense que nous ferons tout pour tenir ces engagements-là en ce qui concerne notamment la part due par l'État au niveau de cette loi 081. Le faso.net. C'est juste pour la mesure concernant donc, disons les 57 véhicules. Il y a quelques jours, la sommation a été faite. Est-ce que à ce jour, le ministre peut nous faire un point sur les traces? Parce que les gens ont commencé à vraiment s'exécuter à ce niveau. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dès que le chef d'État, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, a pris fonction et lorsqu'il a occupé ses bureaux, il a demandé à la gendarmerie et à la police de faire des actions de recherche sur ces éléments-là. Donc, ce n'est pas nouveau, c'est un processus qui est engagé depuis donc, le mois de janvier et le ministre d'État a certainement eu besoin de communiquer là-dessus, mais c'est un processus qui n'est pas nouveau. La Direction générale des transports terrestres et maritimes, tous les véhicules sont immatriculés là-bas. Donc, on a la liste a été tirée, remise à la gendarmerie. Donc, les populations, vous êtes aussi interpellées. Si vous en avez à côté de vous des véhicules suspects et tout, vous pouvez appeler la gendarmerie. Sinon, nous avons pu, dans un certain nombre de garages, identifier et nous sommes allés récupérer ces véhicules-là maintenant au parc. Des fonds rouges qui étaient sur cale, et on a enlevé les pneus, mais lorsqu'on a mis la clé, le moteur est parti tout neuf et tout. Donc, nous avons pu ramener ça au parc. Est-ce que les forces de l'ordre ne peuvent pas traquer ces gens là où ils sont et récupérer? Avait-on besoin de faire un communiqué pour cela? Deuxième question, j'aimerais avoir l'avis du ministre porte-parole du gouvernement et particulièrement quelle couleur de carton il adresserait aux nominations à polémique ces derniers temps, notamment la nomination de Lassane Sawadogo à la tête de la CNSS. Quelle serait la couleur du carton que le ministre aurait adressé à cette nomination? Sur ce qui concerne les 57 véhicules, je pense que, comme les uns et les autres l'ont déjà dit, c'est un processus qui est en cours. C'est un processus qui est en cours. Certains ont été identifiés, certains même, pour ceux dont certains étaient à la MACA, ont signalé où les véhicules étaient et ils ont été donc remis à l'autorité compétente. Donc je pense que c'est un processus qui est en cours. Après, la question de communication, je pense qu'il y a le fait qu'un certain nombre, soit des anciens dignitaires, soit des personnes qui sont actuellement libres de tout mouvement et qui utilisent encore des véhicules qui leur sont attribués par la fonction. Donc on leur demande simplement de ramener ces véhicules-là. C'est une question de communication afin que les uns et les autres sachent dans quelle direction on se trouve. Pour ce qui concerne la nomination, je pense que j'aurais donné un carton vert. Pour la simple raison qu'il y a des faits qui ont certainement été reprochés à M. Sawadogo. Ce sont des faits sur lesquels la presse a suffisamment parlé. Et je crois qu'à l'époque, il y a un processus de remboursement qui a été fait. Alors, la question essentielle que nous devons se poser, c'est est-ce que pour autant on perd une compétence comme celle-là uniquement parce qu'il a été reproché? Je pense que c'est des éléments, je peux me tromper, d'usage de frais de carburant, etc. Bon, la nomination a été faite. Je crois que ceux qui ont pris cette décision ont apprécié les différents éléments qui sont liés à cette nomination-là. Alors, je voudrais vraiment remercier la presse pour sa disponibilité. Et puis, je voulais certainement terminer sur la question de notre responsabilité collective et individuelle. Nous avons cette question d'insécurité et d'incivisme qui se répète. Je pense que chacun à notre niveau doit jouer sa partition. Et c'est vraiment important pour nous d'attirer l'attention, nous en tant que gouvernement, que nous sommes dans un État où ça se construit sur la base du droit. Comme dit, nous avons fait un communiqué, nous aspirons
à construire un état de droit. Et nous devons respecter la mise en œuvre de cet état de droit-là. Donc chacun d'entre nous doit jouer sa partition. Les transporteurs, le gouvernement, et le ministre Soulama le rappelait, les forces de défense et de sécurité vont entièrement s'assumer. Je voudrais vous faire une confidence. Il y a quelque chose qui m'a extrêmement plu lors de la rencontre suite à l'accident dans les bureaux du ministère des Transports. Il y a un transporteur qui a dit au colonel de gendarmerie et à la direction générale de la police adjointe qui était là, mais si on ne respecte pas, c'est de votre faute. À partir du moment où les transporteurs disent que c'est les forces de défense et de sécurité qui sont responsables du fait qu'eux, ils ne respectent pas, je dis aujourd'hui, chacun doit s'assumer de façon entière. Les transporteurs ont dit, nous sommes prêts à respecter, mais il faut qu'on nous oblige à respecter. Je pense que l'administration en charge de cette obligation-là va prendre, le ministre d'État était là, je pense que le colonel de la gendarmerie était là, le directeur général adjoint de la police était là, chacun de nous doit s'assumer. Mais il faut aussi qu'en citoyens, nous nous assumons. Et ça, c'est un devoir que chacun de nous doit avoir de façon individuelle et honnête. Quelle est notre part de responsabilité dans cette situation? Parce qu'en tant que journaliste, nous avons une part de responsabilité, mais en tant que Burkinabé individuellement, nous avons une part de responsabilité également. Qu'est-ce que nous faisons pour le respect de cette situation? Il est facile de jeter l'opprobre aux autres. Combien d'entre nous refusent de respecter le feu au quotidien de nos actions? Je pense qu'il nous faut que nous acceptions de le faire individuellement pour que nous continuions cet état-là. On ne peut pas remettre ça sur les autres. À chacun de nous de prendre la responsabilité. Comme on dit, nous avons une seule chose en commun, c'est ces 274 000 et quelques kilomètres carrés que nous partageons et dans lequel nous devons vivre en paix et en bonne quiétude. Et chacun de nous est responsable. Donc je voudrais vraiment vous remercier pour votre participation et vous appeler véritablement à aider le gouvernement dans cette lutte contre les civismes et dans cette lutte pour des valeurs républicaines. Merci à tous et merci de votre contribution. Bon retour dans vos rédactions respectives et Inch'Allah dans 15 jours pour notre prochain point de presse. Merci.